Merci à toutes et tous d'être là avec nous. Donc, moi, je suis Alain Smith, je suis avec Jacques Biran. On va, les prochaines 45 minutes, parcourir avec vous les changements dans la loi d'égalité hommes-femmes en Suisse. Avant qu'on parle de la nouvelle loi, je pense quand même qu'il faut qu'on discute, qu'on parle un tout petit peu des changements qui sont imposés à nous suite à cette crise de Covid qui nous touche tout. Et dans cette réalité nouveau, c'est quand même extrêmement important qu'on se rende compte euh, que l'impact de nos employés. Il y a certains éléments qu'on veut discuter avec vous, et une, c'est la flexibilité que ça nécessite, la flexibilité des employés, la flexibilité des employeurs aussi, et puis la flexibilité qui est maintenant nécessaire avec le travail depuis la maison. Le travail depuis les maisons qui veut dire que les gens doivent mélanger d'une partie le travail et aussi l'occupe des enfants et toutes les difficultés que ça amène. Il faut assurer que le leadership d'hier, d'aujourd'hui et demain est adapté à la réalité nouveau. Comment on assure que nos employés se sentent bien dans cette nouvelle réalité, surtout avec le fait qu'il y a bien sûr aussi une incertitude par, par rapport par rapport euh, par rapport au travail, hein, par rapport à notre économie, les développements, par rapport aux santé, et comment on assure que les gens ils peuvent mettre le mieux d'elles-mêmes dans ces circonstances. Sur ce sujet, nous, PVC, avec notre partenaire Advance, on va organiser des webinaires supplémentaires dans la deuxième partie d'avril. Et quand si vous êtes inscrit dans notre liste de participants de cet webinaire, on va aussi vous inviter pour des autres webinaires si ça vous intéresse. À part de la diversité et l'inclusion, aussi l'égalité est plus important que jamais. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une raison, c'est qu'aujourd'hui, l'égalité et l'équité, il y a plus en plus d'acceptation du fait que l'égalité et l'équité sont essentielles pour soutenir l'engagement et la performance des gens. Je pense qu'on se rend compte de plus en plus aussi dans les échelons cadres qu'effectivement, comment les gens ils peuvent être motivés de donner les meilleurs d'eux-mêmes s'ils ne sont pas convaincus que les collègues sont payés de même façon pour le même travail qui est fait. Et on voit que ça, c'est une réalité qui s'installe de plus en plus au sein des entreprises. Par contre, les entreprises sont aussi de plus en plus confrontées avec des risques de réputation et des attentes de la société en général. Les médias sont très actifs sur le sujet. Il y a de plus en plus des articles dans les journaux, et pas toujours positifs, souvent dans une façon de dénoncer ou blâmer des entreprises pour le fait qu'ils ne payent pas les hommes et les femmes de la même façon, ou ils ne traitent pas les femmes et les hommes de la même façon. Et grâce aux réseaux sociaux, ce type d'information circule très très vite, et aussi sans scrutin et sans filtre. On voit aussi qu'il y a plus des actionnaires qui posent des questions sur des assemblées générales sur le sujet, et aussi les autorités publiques qui n'arrêtent pas de développer des législations sur le sujet en Suisse, mais surtout aussi en Suisse, mais aussi hors de la Suisse. Donc, notre programme pour aujourd'hui, Jacques et moi, on veut discuter avec vous un petit peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et en Suisse, les exigences légales suisses,
comment se préparer à cette nouvelle loi, comment se conformer à cette loi et après un récapitulatif. Je voudrais vous informer que cette webcast est enregistrée, donc vous pouvez avoir accès à aux slides et enregistrement après. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on les discute à la fin. Vous pouvez partager vos questions sur la fonction de chat dans cette webcast. Et je voudrais vous laisser déjà avec une question de ma part aux gens aux participants de cette webcast. Et je voudrais vous demander de réfléchir que, selon vous, seront l'impact de Covid-19 sur l'égalité des genres. Est-ce qu'il y aura, selon vous, un impact ou pas sur l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail? Ok, merci pour cette introduction. Bonjour encore une fois à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette première section, on voulait vous parler un peu d'une perspective historique, mondiale aussi, en matière d'égalité salariale, pour vous donner un peu aussi une idée d'où vient cette nouvelle loi en Suisse et puis aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, avant tout, il y a une distinction importante qui doit être faite. Hein. On parle d'égalité salariale, il faut bien comprendre qu'il y a différentes façons d'aborder la question d'égalité salariale. La façon la plus simple et qui est utilisée parfois quand on parle de cette question, c'est de faire des estimations sur le salaire moyen des hommes et des femmes, des comparaisons de ce salaire moyen, et puis de voir s'il y a une différence entre hommes et femmes dans l'absolu. Donc, c'est une méthode qui est parfois utilisée. Le souci avec cette méthode, c'est qu'elle confond parfois des notions liées au salaire, mais aussi des notions liées à l'égalité des chances et puis à la distribution des hommes et des femmes au sein des entreprises. Donc, on a besoin, dans ce contexte ici, de bien comprendre que lorsqu'on parlera d'égalité salariale, on va vraiment se focaliser sur une définition qui est celle qui est en fait assez fréquemment utilisée. L'égalité salariale, c'est un salaire égal pour un travail égal. Donc, on doit, quand on travaille sur ces questions, se mettre dans une position où on peut identifier pour un travail de valeur égale, une position similaire, une fonction identique, à déterminer si les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal. Et puis, c'est cette même définition d'un salaire égal pour un travail égal qui est déjà inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on a déjà, en 1948, instauré ce principe que toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. On a aussi le Bureau international du travail qui, dans sa convention en 1951, insiste encore sur ce principe d'une égalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Et puis, donc, c'est sur ces principes-là aussi que se sont fondés beaucoup d'articles de loi, même d'éléments dans les constitutions dans le monde, pour aborder la question de l'égalité salariale. Donc, c'est avec aussi cette opérationnalisation de ce principe qu'on travaillera aujourd'hui. Donc, sur le plan mondial, on a travaillé déjà en 2018 à l'établissement d'une carte qu'on veut présenter sur la diapositive suivante, une carte du monde qui représente un peu la situation en matière d'égalité salariale. Et puis, sur les quelques 80 pays dans lesquels on a réussi à identifier quelques éléments législatifs, on a observé que, en fait, dans beaucoup de pays dans le monde, le principe de l'égalité salariale est inscrit même au niveau de la Constitution. Maintenant, il y a des pays qui vont un peu plus loin, qui ont des lois spécifiques aussi par rapport à ça, et puis encore d'autres qui vont encore plus loin par rapport à ces lois et qui ont aussi un système de sanctions pour les entreprises qui ne satisfont pas aux principes, qui ne respectent pas les principes de l'égalité salariale. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution au travers du temps. Depuis 2018, on a travaillé sur ces données. On est en train de les mettre à jour aussi, d'enrichir cette carte avec des éléments qui ont le lien avec l'égalité homme-femme, les congés parentaux, l'instauration de quotas dans les entreprises. Mais ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à l'égalité salariale, c'est qu'il y a différentes tendances qui émergent. Dans certains pays, on voit l'obligation, par exemple, de conduire une analyse sur l'égalité salariale et puis de faire auditer, expertiser cette analyse. C'était le cas en Islande déjà depuis quelques temps. Maintenant, c'est ce qui est en train de se passer en Suisse.
Il y a des obligations de rapporter aussi sur la situation. Là, on peut se référer au Royaume-Uni, dans lequel les entreprises doivent chaque année faire une analyse salariale. Et il est important de noter qu'au Royaume-Uni, là, on fait plutôt des moyennes générales sur les salaires des hommes et des femmes, avec très peu de corrections. Donc, on n'est pas tout à fait dans un cas de figure où on est vraiment en train d'étudier un salaire égal pour un travail égal. À noter en passant, Yop parlait aussi de la situation du coronavirus, que les entreprises cette année ne sont pas obligées de produire ce rapport en raison de la situation avec le coronavirus. Le gouvernement a décidé de suspendre l'obligation de produire un rapport sur l'égalité salariale au Royaume-Uni. Donc ça montre aussi comment la situation actuelle peut aussi affecter la situation en termes d'égalité homme-femme. Et on voit aussi que parmi les premières mesures qu'ils ont prises sur le plan législatif, c'est de suspendre ce type d'obligation, ce qui peut être regrettable. On a d'autres tendances générales des sanctions en cas de non-respect d'égalité salariale. On a par exemple en France aussi un système qui permet d'évaluer, et un index qui permet d'évaluer l'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Les entreprises qui ne sont pas capables de démontrer qu'elles respectent l'égalité hommes-femmes peuvent aussi être sanctionnées. Dans d'autres pays, les entreprises doivent mettre en place des plans d'action lorsqu'elles ne respectent pas l'égalité salariale, c'est le cas en Belgique par exemple. Et puis il y a d'autres mesures aussi qui émergent ici et là. L'une de ces mesures, c'est de permettre aux employés d'avoir accès à l'information sur leur salaire, mais aussi sur le salaire de leurs collègues, d'assurer une certaine transparence salariale pour que les employés eux-mêmes puissent aussi se faire une idée de ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de choses au niveau mondial, depuis un certain temps, qui se passe, des grandes tendances. Et puis, l'élaboration de la nouvelle loi en Suisse s'inscrit également dans ces tendances historiques et mondiales. Donc, maintenant, là, on est sur le plan législatif, mais quand on parle de ces questions d'égalité, évidemment, elles s'inscrivent aussi dans un mouvement historique en faveur de l'égalité homme-femme, une pression des milieux populaires et politiques aussi pour favoriser l'égalité entre hommes et femmes. En Suisse en particulier, on a connu de grandes manifestations. Encore l'année passée, il y a eu une nouvelle édition de la grève des femmes pour rappeler encore qu'il était important de promouvoir l'égalité des femmes, l'égalité hommes-femmes. On n'est pas encore dans la situation que l'on souhaiterait connaître. Donc, sur le plan salarial, encore en Suisse, là, on a des données qui datent de quelques années, mais on a encore des écarts salariaux importants entre hommes et femmes. On n'en est pas encore là, donc, en termes d'égalité homme-femme, sur le plan des salaires. Cette nouvelle loi est là aussi pour essayer de renforcer, de faciliter le progrès vers l'égalité homme-femme en matière d'égalité salariale. Donc, on a ce contexte qui a aussi contribué à l'élaboration de cette nouvelle loi. Et puis, on voulait vous donner donc plus de détails sur cette loi dans la section suivante. Donc, si on regarde, merci beaucoup Jacques, si on regarde le passé, et je vois qu'il y a quelques dates qui sont pas très bien affichées sur l'écran, mais la LEX est entrée en vigueur en 1996. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, mais qui est effectivement déjà conçu il y a longue date, il y a presque 25 ans. Et en fait, la loi de l'égalité, cette loi fédérale, il vise à rendre effectif le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Par contre, la question, c'est bien sûr comment maintenant mettre en place ou assurer que cette loi est effectivement respectée et mis en droit. Et ce qui se passait, en fait, c'est que le Conseil fédéral a fait une évaluation récapitulative 10 ans après, en 2005, et ils ont constaté que finalement, l'écart salarial ne sont pas changés, quasiment pas, dans ces 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi. Ce qui se passait là, c'est qu'il y a un dialogue sur l'égalité salariale qui est commencé entre les partenaires sociaux pour accélérer le processus engagé en faveur de l'égalité salariale dans une approche plutôt pragmatique.
Par contre, les mesures volontaires qui sont prises, qui sont mis en œuvre, n'ont pas atteint leur but. Et puis, le Conseil fédéral a donc décidé de mettre en œuvre l'égalité salariale, plutôt inscrit, qui est donc inscrit dans la Constitution à l'aide de mesures étatiques supplémentaires. Et cette mesure supplémentaire, c'est devenu une modification de la LEG, la loi sur l'égalité, qui effectivement est adoptée par le Parlement en 2018 et qui oblige des entreprises de 100 employés au plus à procéder tous les 4 ans à une analyse de salaire et à vérifier celle-ci par une société externe. Donc ça, c'est un peu la structure juridique derrière la loi. Donc la Constitution déjà inclut des sections sur l'égalité homme-femme. La loi garantit l'égalité tant qu'en droit pratique, mais aussi voilà, au sein de la famille et sur le lieu de travail. Et simplement, les femmes et les hommes ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Puis, je vous ai parlé de la LEG, la loi sur l'égalité, qui a donc subi une modification surtout sur l'analyse de l'égalité des salaires et un examen externe. Et puis la nouvelle réglementation est donc confirmée ou précisée, je dois dire, dans une ordonnance qui est publiée le 21 août 2019, où les obligations des employeurs sont décrites dans plus de détails. Ici, on a la loi révisée en bref. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'atteindre l'égalité de rémunération qui est déjà inscrite dans la Constitution et de faire évaluer la discrimination systémique fondée sur la sexe au sein de l'organisation et prendre des mesures nécessaires. Troisième élément très important, d'examiner cette analyse par un auditeur externe. Et l'idée derrière ça, c'est d'assurer que cette analyse s'est exécutée d'une façon homogène et correcte. Et ce qu'on a vu, on a déjà parlé de la loi qui est mise en vigueur en 2018 en Angleterre. Ce qu'on a pu constater là, c'est que c'est une exigence de reporting qui était pas audité, pas vérifié. Et dans 2018, on a pu constater qu'entre 30 et 35% des entreprises qui ont dû faire cette reporting, ils ont fait des erreurs dans leur reporting. Et je pense pas que c'est forcément frauduleux ou c'est forcément des entreprises qui voulaient pas se conformer à la loi, mais c'était plutôt parce que la loi n'était pas très précis, n'était pas très clair non plus, et c'est pas toujours clair de ce qu'il faut exactement inclure, quels employés doivent inclure, quels éléments de paie doivent être inclus. Donc, s'il n'y a pas un processus clair et vérifié, on ne peut jamais être sûr que les analyses sont effectivement correctes. Et donc, c'est pour ça que la législateur suisse a décidé d'avoir ce processus d'un auditeur externe. Par contre, bien sûr, sans avoir trop de poids administratifs et de coûts externes pour les entreprises. C'est pour ça que l'analyse est portée que sur des institutions privées et publiques, donc des employeurs avec plus de 100 employés. Avec plus de 100 employés, ça veut dire que la plupart des entreprises suisses sont en fait exonérées, parce que la plupart des entreprises ont moins que 100 employés, mais la plupart des employés sont concernés. Donc, il y a un type de trade-off entre d'avoir un impact, mais aussi d'assurer que les petites entreprises ne sont pas impactées par une administration supplémentaire. Cette analyse doit être effectuée tous les 4 ans. Par contre, il n'y a pas d'obligation il n'y a pas de sanction en cas de violation. Le seul risque ou la seule sanction, c'est une sanction plutôt de réputation, c'est-à-dire que les entreprises doivent communiquer les résultats avec les employés. Les entreprises cotées en bourse doivent publier aussi le résultat aux actionnaires. Donc, on peut très bien s'imaginer qu'une entreprise qui doit communiquer un écart trop large souffre d'une
d'un endommagement sur la réputation. Il y a certaines entreprises qui sont déroguées de ces obligations. D'abord, si une entreprise prouve dès la première fois qu'effectivement l'entreprise est conforme aux obligations, dans ce cas-là, l'analyse ne doit pas être refaite après 4 ans. Deuxièmement, les entreprises qui passent en dessous du seuil de 100 employés ne sont plus tenues d'effectuer la loi. Et aussi des entreprises qui ont déjà dû faire une analyse dans le passé dans le cadre d'une procédure de passation de marché public, donc qui ont travaillé avec l'administration publique, et dans ce cadre-là, ils ont dû effectuer une analyse, sont aussi exonérés. Maintenant, la grande question, c'est comment on peut en fait faire une analyse d'égalité salariale sous ces conditions. Et la grande complexité, c'est quand on parle du salaire égal pour travail égal. Bon, le salaire égal, c'est pas très difficile à mesurer. Il faut définir qu'est-ce qui est un salaire, quels éléments sont inclus et quels ne sont pas. Mais la grande complexité, c'est que comment on mesure valeur travail égal ou travail à valeur égale. Et c'est pour ça que la Confédération, le Conseil fédéral a en fait décrit qu'une méthodologie scientifique et légalement approuvée doit être utilisée. Et pour ce faire, le Conseil fédéral a mis à disposition un outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Logip, qui est un outil, d'abord un outil gratuit. Donc, encore une fois, pour ne pas mettre trop de pression des coûts sur les entreprises, mais c'est aussi un outil standardisé. Et Jacques va expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire. Mais c'est donc un outil avec en Excel qui est standard et gratuite, et les entreprises peuvent utiliser ça. Une autre méthodologie qui est aussi reconnue comme scientifique et légalement approuvée, c'est la méthodologie Equal Salary. C'est une autre approche. Et puis, on va passer un peu de temps sur les deux méthodologies pour vous expliquer les différences, les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre. Au niveau de délai, la nouvelle loi va être mise en vigueur le 1er juillet 2020, c'est-à-dire que les entreprises doivent conduire une analyse interne sur l'égalité de rémunération entre 1er juillet 2020 et 1er juillet 2021. Une entreprise doit prendre un mois de référence et appliquer l'analyse sur ce mois de référence. Et dans les 12 mois qui suivent ce mois de référence, un rapport d'audit doit être établi. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit faire appel à un réviseur agréé pour faire examiner de manière indépendante cette analyse. Quand cette analyse est effectivement auditée, les résultats doivent être partagés avec les employés et, si l'entreprise est cotée, aussi aux actionnaires. Et puis après, soit l'analyse doit être refaite si effectivement l'entreprise n'a pas conforme la loi, soit une entreprise est exonérée pour le reste de la durée de cette loi, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2032. Maintenant, la question, comment se préparer à la nouvelle loi? En fait, il y a deux choses que les entreprises peuvent faire afin d'assurer que l'égalité salariale est effectivement respectée. La première chose, c'est de se concentrer sur les lignes directrices, les processus et pratiques RH, c'est-à-dire comment on détermine la paie. Le deuxième élément, c'est mesurer. Analyse interne, de faire des analyses afin d'assurer qu'effectivement, on comprenne ce qui se passe et que les écarts sont là. Comme Jacques l'a expliqué, il a encore une écart salarial non expliqué en Suisse de à peu près 8%. Ça veut dire que les hommes et les femmes, pour le même travail, il y a un écart salarial de 8% pour les hommes et les femmes qui effectuent le même travail. Par contre, les entreprises avec lesquelles nous on travaille, ils expliquent toujours au début qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que ça se passe chez eux. Et après, quand on commence à travailler ensemble, on verra quand même qu'il y a des écarts. Donc, c'est souvent des écarts qui sont cachés ou cachés dans le processus RH. Et si on regarde le cycle de vie des employés, on a plusieurs étapes dans ce cycle de vie où on parle de rémunération.
Et c'est là où l'entreprise peut intervenir afin de mieux comprendre où les discriminations cachées sont effectivement ont lieu. Un des éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention, c'est par exemple le recrutement. Si on va dans un entretien de recrutement et la question de salaire va être abordée, il y a souvent une question qui est liée à combien quelqu'un veut gagner ou combien quelqu'un veut gagner chez un employeur précédent ou actuel. Ce type de questions sont souvent assez bienveillantes et pas forcément donnent pas forcément pour discriminer des hommes et des femmes. Par contre, on sait que les hommes, ils ont tendance les femmes ont tendance à répondre à ce type de questions de la vérité, c'est-à-dire le salaire qu'elles touchent actuellement chez leur employeur actuel. Et les hommes, ils ont aussi tendance de répondre avec la vérité. Par contre, donc, il invente une 15% supplémentaire. Donc, ça, c'est la base des négociations. Et on voit souvent qu'à partir de la recrutement, la discrimination commence déjà avec des choses comme ça. Un autre élément très important, c'est tout le processus de gestion de performance. Là aussi, il y a souvent des entreprises qui disent, mais chez nous, le salaire, c'est déterminé sur des grades, des grilles salariales, et puis la performance. Donc, on est objectif. On ne fait pas de différence entre la performance entre hommes et femmes. Mais ce que nous, on voit, c'est dans le processus, il y a souvent des biais qui simplement montrent que la performance masculine est rémunérée mieux que la performance féminine. Et ça, c'est pas objectif, mais c'est simplement subjectif et lié à nos préjudices incarnés dans la façon que l'être humain est formé, en fait. Par exemple, chez les hommes, on regarde souvent le potentiel, qu'est-ce que quelqu'un peut faire dans quelques années, c'est le moment de lui promouvoir. Et chez les femmes, on a tendance à regarder plutôt la performance. Donc ça, c'est des différences qu'on fait tout, assez subtiles, mais qui finalement nous mènent à une différence de paye entre les hommes et les femmes d'à peu près 8%, sans qu'on ait vraiment, sans qu'on n'a pas sans qu'on a vraiment l'idée de discriminer. Le deuxième élément, donc, le premier élément, c'est d'analyser le cycle de vie d'un employé selon le processus DRH. Le deuxième élément, c'est de mesurer qu'est-ce qu'on a comme écart dans l'entreprise. Et ici, on a une slide qui montre un peu une certaine maturité de ce que les entreprises peuvent faire. On commence avec un simple mesure récapitulatif des statistiques descriptives. C'est-à-dire, on commence toujours avec les distributions hommes-femmes dans l'entreprise, c'est 50-50, mais dans les échelons supplémentaires, on voit souvent les hommes sont mieux représentés. On peut aussi faire des analyses par rapport à le recrutement, à la promotion. On peut faire des analyses par rapport à l'augmentation salariale. On peut faire des analyses par rapport à la dépense de formation. Donc, tous les éléments, simplement pour avoir une idée, qu'est-ce qui se passe en fait dans notre entreprise. Et une des analyses que je trouve toujours très forte, c'est de faire une analyse par rapport à la note de performance. Parce qu'effectivement, si la performance est objectivement déterminée, la note de performance divisée par genre ne doit pas montrer des différences. Par contre, on voit souvent que les entreprises qui effectivement font des analyses où les notes de performance sont splittées par genre, on voit souvent qu'effectivement, il y a une différence dans le fait comme les femmes et les hommes sont appréciés dans leur travail. Après, les entreprises peuvent utiliser un outil comme Logip pour effectuer une analyse de régression. Logip, ici, on a présenté effectivement comme une régression plutôt standardisée, où les entreprises peuvent utiliser une régression plus adaptée à leur réalité. Et comme quatrième élément qu'on veut partager avec vous, c'est de faire effectivement un tableau de bord qui est plutôt avec une certaine prévoyance vers l'avenir,
bien sûr interactif et real-time, mais aussi avec la possibilité de voir quel scénario est-ce qu'on aura si on a un certain impact sur si on prend certaines mesures, par exemple, dans le tour annuel d'augmentation de salaire. Donc, chez PwC, on a un exemple ici d'une equality dashboard où on montre beaucoup d'éléments différents, des éléments que je viens de vous expliquer, mais aussi des autres éléments qui aident des entreprises de comprendre l'état de lieu, mais aussi de faire des scénarios planning vers l'avenir par rapport aux écarts salariales. Donc, pour récapituler l'élément, on a donc, afin de se préparer, on a donc cet élément de bien analyser ce qui se passe au niveau de la fonction RH, au niveau de le cycle de vie d'un employé, de la part des RH, de la part des managers, mais aussi de la part des employés. Donc, comment les managers sont formés effectivement être capables de participer dans une processus de recrutement ou un processus de gestion de performance. Et aussi, ce qui est très important, c'est de comprendre la perception des salariés, des employés dans cette processus. Le deuxième élément, c'est effectivement de faire une analyse interne continue, de comprendre ce qui se passe à l'interne. On a besoin de données, on a besoin de faire une analyse chiffrée. Et le troisième élément, c'est effectivement d'inviter une tierce et de demander à une tierce de regarder, par exemple avec la fondation EcoSalary, méthodologie développée par l'Université de Genève, où effectivement il y a un externe qui va venir, qui va faire une analyse quantitative, mais aussi qualitative. Et donc, ça c'est encore un élément supplémentaire. Et dans cette méthodologie EcoSalary, l'entreprise sera finalement certifiée qu'il est effectivement conforme des exigences de cette certification. Maintenant, comment se conformer à la loi? Jacques, tu peux le reprendre? Oui, bien sûr, merci. Donc, on voulait vous parler aussi dans cette section de détails. La loi implique évidemment une analyse salariale. Donc, pour vous donner quelques éléments d'information par rapport à l'analyse elle-même, en quoi elle consiste. D'abord, je vous rappelle, il est question d'essayer d'établir si, pour une fonction égale, les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal. La méthodologie privilégiée pour ce genre d'analyse, ce sera celle de la régression, donc une analyse statistique dans laquelle on a des prédicteurs du salaire, des variables qui sont supposées influencer, expliquer le salaire, et puis des composantes du salaire d'un autre côté. Donc parmi les prédicteurs du salaire, les données qu'on va utiliser dans l'analyse peuvent se catégoriser de différentes manières. On a des données liées à la personne, donc son sexe évidemment, on peut utiliser l'âge, le niveau d'éducation, le nombre d'années de service, le niveau de formation. Il y a des données aussi qui ont plus trait à la fonction, la profession occupée, donc exercée par la personne. Donc on a ici la fonction, niveau de compétence, le poste, niveau hiérarchique. Et puis, on pourrait aussi, selon les méthodologies, utiliser encore d'autres facteurs dans la prédiction. Donc, le département, le lieu de travail, le rôle, tous ces éléments qu'on pourra prendre en considération ou non selon la méthodologie que l'on utilise. Ces éléments donc sont supposés influencer le salaire. Le salaire, il faut comprendre qu'on l'entend dans un sens très large. C'est pas juste le salaire brut, mais c'est aussi le 13e salaire, les bonus, différentes allocations, des versements spéciaux. Donc vraiment, il faut comprendre qu'on va faire une analyse sur tous les éléments de rémunération qu'on peut inclure dans l'analyse de manière à avoir une bonne idée de la façon dont les gens sont payés et de ce qui influencera ensuite ces éléments. Et puis surtout de manière à pouvoir étudier l'effet du sexe lorsqu'on a contrôlé pour tous les autres prédicteurs. Donc, en termes de méthode, il faut rappeler que la loi imposera une analyse dans des données qui seront, en tout cas, à prendre pour en considération à partir du mois de juillet 2020. Donc, on va utiliser un mois de référence à partir de juillet 2020. On va corriger aussi, évidemment, dans les analyses pour le taux d'occupation des différents employés. Et puis, on va prendre, en termes de population, l'ensemble des employés qui travaillent pour l'organisation, à l'exception de certaines populations très spécifiques qui ont des contrats un peu spéciaux. On pense notamment aux apprentis ou aux temporaires. Ces personnes-là sont exclues des analyses, mais à part ça,
On ne fait pas de distinction au niveau hiérarchique. Tout le monde sera pris en considération, y compris les personnes qui ont les salaires les plus élevés. Donc, à notre connaissance, à l'heure actuelle, il y a ces deux méthodes dont on voulait vous parler aujourd'hui qui ont été reconnues comme scientifiques et conformes au droit. Évidemment, la méthodologie le guide qui a été développée par la Confédération, on vous a déjà expliqué, elle est gratuitement, l'outil le guide est gratuitement accessible, téléchargeable sur le site de la Confédération. L'autre méthodologie dont on va vous parler aujourd'hui aussi, c'est celle qui est utilisée dans le cadre de la certification Equal Salary. Et puis, on voulait vous donner une idée un peu de ce que chacune de ces méthodologies implique en termes de travail, d'analyse, et puis aussi les différences sur le plan méthodologique. Donc, si on veut commencer avec LogIB, on peut distinguer trois étapes qui apparaissent sur la diapositive suivante. Trois étapes importantes. D'abord, on fait une évaluation des politiques, des pratiques de rémunération. Donc, ici, il est surtout question d'identifier tous les éléments qui vont être pris en considération dans l'analyse. Et puis, chose très importante, pour faire une analyse de guide, il va falloir faire un exercice d'évaluation des fonctions. Donc, passer en revue toutes les fonctions qui existent dans l'entreprise et pour chaque fonction, l'évaluer sur deux dimensions différentes. Évaluer pour chacune de ces fonctions quel est le niveau de compétence nécessaire pour occuper cette fonction. Et puis, deuxième dimension, c'est la position professionnelle ou le niveau hiérarchique, si on veut, que ces fonctions, les personnes occupant ces fonctions auraient au sein de l'entreprise. Donc, on doit faire ce travail un peu de pré-massage, de préparation des données sur la base de ces dimensions prédéfinies. C'est quelque chose qui est fait aussi de manière à pouvoir standardiser l'analyse. C'est pour ça aussi qu'on parle d'une analyse standard. C'est aussi, l'idée là derrière, c'était aussi d'utiliser un modèle dans lequel il y avait des variables, des prédicteurs du salaire qui étaient aussi neutres que possible sur le plan du genre. Et donc, un des avantages justement de cette standardisation, ce serait d'utiliser des variables qui permettent d'aller au-delà un peu des distinctions qu'on ferait entre fonctions, différents rôles, de manière à dépasser des biais potentiels qui pourraient exister dans l'analyse. Donc bon, ça demande un travail. Une fois qu'on a fait ce travail d'adaptation de nos données, on les encode dans l'outil LogIB. Et puis ensuite, l'outil est assez efficace, assez bien fait. En quelques clics, les résultats sortent et puis on peut déjà utiliser ces résultats pour produire un rapport sur la situation. Maintenant, pour vous donner une idée un peu des données qui sont utilisées dans LogIB, alors on a, comme je vous disais tout à l'heure, des données liées à la personne, la naissance, le sexe, etc. On a aussi des données se rapportant au poste de travail, et là encore, on voit qu'il va falloir faire ce travail de distinction de niveau de compétence, position professionnelle pour chacune des fonctions, donc des professions exercées au sein de l'entreprise. En termes de niveau de compétence, il y a 4 niveaux différents, donc ça c'est degré de difficulté du poste. On a différents degrés de difficulté, niveau d'exigence par rapport au poste, niveau de compétence qui sont exigés pour pouvoir assumer certaines fonctions. Et puis, pour ce qui est de la position professionnelle, là il y a une distinction qui est faite entre 5 niveaux hiérarchiques qui sont vraiment considérés comme des niveaux hiérarchiques aussi, du plus élevé au moins élevé. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de nouveau d'attribution, du niveau de compétence, des positions professionnelles pour chacune des fonctions qu'on a, on peut ensuite procéder à l'analyse sous LogIB. Et puis, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la liste des variables prises en considération est prédéfinie. On va devoir utiliser toutes ces variables, pas une de plus, pas une de moins pour produire l'analyse, ce qui garantit aussi le caractère standard de cette analyse. Alors, maintenant, la certification Equal Salary, elle repose sur une méthodologie un peu différente. On utilise aussi la régression sur le plan statistique, mais elle a cette particularité que de tenter de s'adapter au mieux à la réalité en fait de l'organisation qui passe par cette analyse. On n'utilise pas un ensemble prédéfini de variables, mais on va plutôt entrer dans l'analyse toutes les variables qui sont utilisées par l'entreprise elle-même
lorsqu'elle définit les salaires. Donc, ici, en termes d'étapes, la première étape, c'est d'abord d'identifier toutes ces variables qui vont avoir une influence sur le salaire, telles qu'elles sont utilisées dans l'entreprise et définies par les politiques de rémunération d'entreprise. Considérer aussi quels sont ces éléments de salaire, les lister, les identifier évidemment. Et puis, pour préparer cette analyse, tout ce qu'une entreprise a besoin de faire, c'est d'aller dans ces données, d'aller dans ces systèmes et sur les fiches employées, d'extraire les données RH, les données liées à la paye, de rassembler ces données dans un fichier Excel qui nous est ensuite transmis et qui nous sert de base de travail pour produire le rapport. Donc il y a beaucoup moins de travail en amont. Les données sont directement accessibles et puis l'entreprise ensuite nous indique finalement quelles sont les variables qui sont pertinentes quand elle détermine les salaires et c'est sur la base de ces variables-là que l'analyse est produite. Donc pour vous donner une idée sur la slide suivante des variables qu'on pourrait prendre en considération, donc c'est un exemple ici, mais on a par exemple de nouveau des entreprises qui nous donnent le niveau d'éducation, l'âge, le nombre d'années de service, le domaine d'activité, le lieu de travail. On peut aussi utiliser des variables telles que le caractère exigeant du poste, le statut hiérarchique. Mais finalement, ici, nous n'avons que des exemples. Et puis, encore une fois, l'analyse s'adaptera finalement à chaque situation particulière. Donc voilà pour les différences majeures qu'il y a entre les deux approches. Je pense que le choix de l'une ou l'autre dépendra aussi des préférences de chaque organisation, mais par rapport à ces deux approches, ce qui est aussi utile de rappeler dans le contexte de la certification Equal Salary, c'est que l'analyse salariale sur l'égalité des salaires n'est qu'une première étape. La certification elle-même a beau s'appeler Equal Salary, elle va un peu au-delà des questions liées au salaire. En fait, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe dans l'entreprise, sur l'ensemble du cycle de vie des employés. Tout à l'heure, Yop nous expliquait que, en fait, à n'importe quelle étape de ce cycle de vie, on peut avoir des biais qui émergent, qui, sur le long terme, peuvent avoir un impact sur les salaires. On veut s'assurer que l'entreprise comprend ce qu'elle fait, qu'elle maîtrise la situation et même qu'elle fait des efforts pour améliorer la situation si la situation doit être améliorée. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, dans le contexte de cette certification, il y a un audit sur place donc au sein de l'entreprise qui est destiné vraiment, cette fois-ci, à évaluer de façon plus qualitative ce qui se passe en matière d'égalité homme-femme et puis surtout, de manière un peu plus large, ce qui s'y passe, donc pas seulement une évaluation des salaires, mais aussi de l'ensemble des processus RH pour vérifier la situation. Donc, voilà, cette information, simplement pour vous expliquer dans quel contexte s'inscrit la méthodologie qui est utilisée dans le contexte de la certification Equal Salary, et puis les intérêts potentiels aussi d'une certification. Maintenant, pour revenir à la loi, ce qui est important donc de comprendre, c'est qu'une fois qu'on a produit cette analyse, elle devrait être expertisée. Donc, ce sera un auditeur certifié qui a suivi une formation spécifique, qui pourra procéder à cet examen, cette vérification. La vérification portera sur le mois de référence, sur la méthodologie utilisée, sur l'exhaustivité et l'exactitude des données qui ont été utilisées pour l'analyse, donc notamment quels sont les employés qui ont été pris en considération, quelles sont les composantes de rémunération qui ont été prises en considération, etc. Et puis, donc, une fois que l'analyse a été faite sur un mois de référence donné, il y aura un laps de temps d'une année pendant lequel un rapport, justement, d'évaluation devra être produit par cet auditeur externe. Donc, une année à compter du mois de référence qui a été utilisé pour l'analyse salariale. Donc, si vous avez utilisé le mois de juillet 2020, alors vous aurez jusqu'au mois de juin 2021 pour produire une expertise de l'analyse salariale qui a été produite dans votre entreprise. Donc voilà pour les détails un peu techniques de l'analyse, ce qu'elle implique, et puis les différences en termes de méthodologie, parmi les différentes options qui existent. Merci beaucoup, Jacques. On arrive à la fin de notre WebEx. Donc, pour faire une sommaire de tout ça, à partir de juillet 2020, les entreprises comptant au moins 100 salariés seront tenues à procéder à une analyse salaire pour estimer l'écart de salaire entre les sexes. Là, les entreprises peuvent utiliser effectivement un outil standard développé par la Confédération qui s'appelle LOGIP ou encore une autre méthodologie
par un corps, par exemple, Equal Salary. L'analyse doit être vérifiée par un auditeur externe. Les entreprises doivent communiquer les résultats de l'analyse aux employés et aux actionnaires si l'entreprise est cotée. Donc tout ça, c'est très important à retenir. Un dernier commentaire par rapport à la nouvelle loi. Il y a déjà des discussions par rapport dans le Conseil fédéral sur le développement de cette nouvelle loi. Une chose qui est discutée, c'est est-ce qu'il ne faut pas élargir le champ d'application que aussi les entreprises avec 50 employés ou plus soient effectivement aussi tenues de faire cette déclaration. Un autre élément, c'est de penser aux sanctions. Une idée ou une proposition était d'établir une liste noire des entreprises non conformes ou encore de mettre des amendes aux entreprises qui sont non conformes. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être discutées, qui peuvent encore changer la loi je dois dire, l'ordonnance comme il est mis en place aujourd'hui. Un dernier commentaire, qu'on sait que le Bureau fédéral travaille actuellement à l'élaboration d'un outil où aussi des entreprises avec moins de 50 personnes peuvent faire cette analyse salariale. Je pense, si je regarde bien, qu'il n'y a pas de questions mises sur le webcast pour l'instant. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la fonction chat qui est à votre disposition pour poser des questions par écrit. On a encore quelques minutes pour répondre à vos questions éventuelles. Ou peut-être encore des commentaires par rapport à la question de qu'est-ce que vous pensez que sera l'impact de Covid-19 sur l'égalité homme-femme. Et comme Jacques l'a dit, il y a déjà un exemple assez conséquent où en UK, la loi est suspendue pour cette année. S'il n'y a pas de questions, oui. Non, vas-y. Non, je voulais dire, s'il n'y a pas de questions, des commentaires. Il y a une question de madame. Qu'en est-il des sociétés qui comptent 100 salariés en comptant les expatriés? Les expatriés c'est-à-dire des gens qui travaillent dans un autre pays que leur employeur principal. Donc, des expatriés qui sont envoyés hors de la Suisse, donc des entreprises qui ont des employés employés en Suisse, mais qui travaillent à ce jour-là, ou dans le mois de référence, pas en Suisse, mais qui sont expatriés. Il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que ces entreprises doivent effectivement inclure les expatriés dans le, dans le compteur pour voir s'ils atteignent le seuil de 100 personnes, mais ils ne sont pas tenus d'inclure les expatriés dans l'analyse. Et c'est ça pour la simple raison que les expatriés ils ont une package de rémunération complètement différente que les employés locales, qu'une une comparaison ne sera pas valable, on peut dire ça comme ça. Oui, dans les deux méthodologies, autant Equal Salary que le guide, les expatriés sont exclus de l'analyse de régression. S'il n'y a plus de questions, on vous remercie pour votre présence. Et si vous avez des questions supplémentaires ou des remarques à partager avec nous, n'hésitez pas. Vous avez nos adresses e-mail. On va partager avec vous les slides. Donc ça, on va faire la semaine prochaine. On a enregistré cette webcast que vous pouvez aussi accéder.
Donc pour l'instant, merci beaucoup et on vous souhaite un excellent après-midi et bon courage dans cette période de crise. Au revoir. Au revoir.